j'essaye un peu de faire le lien entre les deux exposés. En fait, il me semble qu'il y a deux sujets qui relient les deux exposés qu'on vient d'écouter. D'une part, il me semble que tous les deux, de manière différente, vous avez tenté quand même d'essayer de dépasser ces mythologies exactement, que ce soit la mythologie de la ville rebelle de l'Alto ou la mythologie de ce qui est pour la plupart des gens Las Vegas, ce que cela signifie. Donc il y a déjà un effort d'aller au-delà des représentations sociales et les plus répandues. Et aussi peut-être il y a des questions de finalement comment est-ce qu'on regarde la ville, l'urbanité justement. Et une sorte de norme sociale selon laquelle la ville devrait s'adapter à cette norme sociale plutôt qu'à l'inverse, plutôt que essayer à partir de cas concrets, des villes concrètes, essayer de comprendre les processus les processus sociaux, économiques, spatiaux, etc. qui se déroulent. Puis il y a un deuxième aspect, plus lié justement à la question de l'étalement. Je vais en venir, mais peut-être juste avant pour faire le lien et justement entre cette idée de représentation sociale, non seulement de la ville, mais aussi de la périphérie. Que habituellement on oppose souvent la ville à la périphérie en pensant que cette périphérie est unique, homogène, et c'est comme quand on parle en français de banlieue. On dit la banlieue au singulier, et si on réfléchit à la banlieue parisienne, il y a beaucoup de banlieues différentes. C'est les mêmes cas, c'est exactement les mêmes cas aux États-Unis, en Amérique latine et à peu près n'importe où. Donc cette idée peut-être d'essayer de nuancer cette idée de la périphérie pour comprendre les périphéries au pluriel. Et donc à partir de cette idée un peu plus nuancée, on pourrait justement rentrer dans l'idée de définir ce qui est l'étalement urbain. Parce que justement à partir de vos deux présentations, ce qui frappe tout d'un coup, c'est que finalement ce qu'on appelle l'étalement urbain à la Desperate Housewives aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'étalement urbain en Bolivie et à l'Alto. Et notamment, on peut voir qu'effectivement, ce sont des espaces peu denses dans lesquels apparemment pourrait témoigner d'une certaine manque de citadinité, si je reprends bien les concepts. Mais finalement, dans les deux cas, vous avez évoqué d'une part l'essence de la communauté et de l'autre part les rapports sociaux, les rapports de voisinage, de vecindario finalement, qui avaient les habitants des quartiers périphériques de l'Alto. Donc on retrouve une certaine paradoxe, il me semble, des espaces qui a priori pourraient paraître comme des espaces manquants, des liens sociaux, etc., mais qui finalement, quand on va sur le terrain et on se rapproche, finalement on retrouve d'autres formes de citadinité différentes qui ne sont pas celles de la ville-centre, tout simplement. Puis,
Je peut-être pour lancer la discussion, vous poser une ou des questions et puis je passe la parole à la salle. Bon, pour Pascal, en fait, il y a quelque chose qui fait écho à mes propres recherches, c'est-à-dire quand vous différenciez entre croissance urbaine et étalement urbain, c'est quelque chose qui se rapproche de mes tentatives pour définir la décroissance urbaine. Et j'aime bien cette différence entre la croissance des populations et la croissance de la tâche urbaine, les relations entre les deux. Et je pose une question qui est peut-être un peu difficile, hein. Mais du coup, de quoi est-ce qu'on parlerait quand les villes, au lieu de s'accroître en termes de population, un autre mythe, parce qu'il y a énormément de villes dans le monde, y compris dans l'Amérique latine, qui sont en décroissance et qui perdent de la population. De quoi est-ce qu'on parlerait quand on a une décroissance en termes de population, mais effectivement d'une extension urbaine assez importante, un nombre de logements, etc., et une sorte d'étalement urbain, effectivement, qui se produit et qui n'est pas du tout relié aux dynamiques des populations. Et puis, justement, pour revenir au cas de l'Alto, ce qui frappe, c'est que peut-être quand on parle d'étalement urbain, peut-être on a une image aussi préconçue, plutôt à la Desperate Housewives que à cette image de l'Alto, qui sont effectivement des quartiers assez peu denses, mais qu'on regarde à peu près de la même façon, c'est-à-dire comme un espace qui serait a priori homogène dans les deux cas. Justement, les recherches de Frank montrent à quel point il y a des disparités socio-spatiales dans ces périurbains qui, a priori, pourraient paraître homogènes. Ma question serait peut-être à quelle échelle sont repérables ces disparités, c'est-à-dire, dans le cas de l'Alto, c'est à l'échelle plutôt des quartiers, plutôt du district, ou vraiment la coupure centre-périphérie, elle existe toujours, ou bien au sein de ces périphéries, on retrouve de périphéries au pluriel et bien sûr des disparités socio-spatiales qui sont assez présentes finalement. Ok. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec la synthèse globale. Pour ce qui est de cette mise en perspective, donc moi je me suis intéressée plutôt à des villes qui ont tout l'inverse de la décroissance, oui, donc des villes qui ont connu une croissance démographique très très forte, donc à Las Vegas, mais dans le reste du sud-ouest des États-Unis. On pense à Arizona, on pense à Tucson, à Phoenix, à Los Angeles aussi avant. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que je trouve assez intéressant de faire la comparaison entre des situations de croissance démographique et de décroissance démographique. Et il me semble que c'est un argument supplémentaire pour séparer la croissance urbaine, au sens de croissance de la population, même si elle s'accompagne d'une extension des superficies bâties, et l'étalement urbain. Et c'est là où on voit que l'étalement urbain, c'est en fait une réalité morphologique. C'est la forme de l'organisation du bâti, la forme de l'organisation concrète et matérielle de l'espace construit. Et c'est pas forcément je me suis perdue dans moi-même. C'est pas forcément lié, voilà, au dynamisme démographique. On peut avoir la production de cette forme de ville
qu'on ait une croissance démographique très soutenue ou qu'on ait au contraire une décroissance démographique. Et c'est là où on voit bien l'intérêt des deux mots et leur complémentarité, mais aussi leur domaine exclusif respectif. C'est que derrière, on peut utiliser l'étalement urbain pour se demander quelle va être la norme de la croissance au sens large de la ville. Est-ce qu'une ville, ça doit forcément croître dans la direction de la densification de la population et du bâti? Est-ce qu'on peut accepter que le développement de la ville sous cette forme morphologique qui est l'étalement, ce soit acceptable? Et c'est presque une question encore plus politique quand cette forme de la croissance de la ville peu dense s'accompagne d'une absence de croissance démographique. Et derrière, ça me renvoie à ce que vous avez dit sur l'idée de normes. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il y a un côté l'étalement urbain, donc des paysages peu denses en grande périphérie, serait acceptable dans une perspective de croissance démographique. Par contre, ils ne deviennent plus acceptables s'il y a une décroissance démographique, ça devient un problème. Et derrière, il y a une idée, il y aurait une norme, la croissance urbaine devrait avoir un côté linéaire de densification forcément. Et qu'est-ce qu'on fait ou comment on gère politiquement si on refuse ça? Ou au contraire, si on a une population qui dit on n'a pas de continuité de la croissance démographique, mais on veut quand même des paysages qui soient très peu denses, très étalés, très distendus. Et du coup, ça renvoie derrière à qu'est-ce qu'on considère comme étant la norme de la ville. Qu'est-ce que la bonne ville? Est-ce que la bonne ville, c'est forcément une ville qui croît en population et en bâti? Ou est-ce qu'on peut accepter qu'on ait un décrochage, que ce soit au profit d'une croissance peu dense, d'un point de vue morphologique, ou que ce soit en acceptant une diminution de la population totale? Alors évidemment, j'ai pas la réponse et je me demande dans quelle mesure les aires culturelles peuvent influencer sur la réponse politique entre l'attitude qu'on va avoir en Europe et l'attitude qu'on pourrait avoir en Amérique du Nord, puisque plus globalement, il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent aux deux présentations, c'est le rapport à l'espace. En tant que chercheur européen, on a une conception de l'espace qui va quand même dans le côté, il faut être économe, parce qu'on n'a pas non plus une superficie extensible à l'infini. Ce qui n'est pas du tout le rapport à l'espace, je ne m'avancerai pas forcément sur l'Amérique latine, mais clairement en Amérique du Nord, le rapport à l'espace permet d'avoir des questionnements qui arrivent beaucoup plus tard. Et il me semble que cette réflexion éthique et politique sur qu'est-ce qu'est la norme de la croissance de la ville ne commence à se poser, en tout cas aux États-Unis pour les villes que je connais, que quand c'est couplé à des enjeux environnementaux qui eux-mêmes sont sous-tendus par des enjeux économiques. Mais qu'avant cela, on a une possibilité d'extension qui ne fait que repousser la nécessité de se poser la question « est-ce que je dois trancher entre ces deux options-là » Ça laisse encore beaucoup de questions. Rapidement sur les disparités, il y a évidemment des façons de les percevoir assez faciles au niveau des districts. On sait que tel ou tel district est plus marqué par d'anciennes migrations ouvrières, ou notamment des mineurs à la fermeture des mines dans les années 80. Après, il faut vraiment aller au niveau des quartiers de façon très très fine. Mais bon, ça c'est pas quelque chose de très très nouveau. Enfin, j'ai eu la même chose à Tucson. D'une rue à l'autre, on peut avoir des différenciations sociales très très fortes. Mais ça, c'est une conviction que j'ai et qu'on avait développée dans un article avec Jean-Christophe François en 2008 dans la revue française de sociologie. Plus on augmente la finesse des indicateurs spatiaux, le degré de précision, plus ça renforce le poids des déterminations sociales, paradoxalement. Voilà. Plus ça fait apparaître des différenciations sociales très très fortes. Voilà, dans l'ensemble de stratégies, à l'époque c'est stratégie scolaire, mais là c'est dans l'ensemble des stratégies de reproduction, d'accès à la propriété. Voilà. Juste oui, je saute sur l'occasion avec le mot environnement. Voilà, un des points communs, je trouve, pour réfléchir à ça, c'est que dans les deux cas, comme El Alto, effectivement, ou Tucson, qui est mon autre terrain privilégié, il y a ces formes d'étalement urbain un peu illimitées, voilà, qui croisent des phénomènes de croissance, pour le coup, démographiques, mais une limitation des ressources naturelles aussi, et qui font que la vieille équivalence entre un opérateur et un territoire est plus difficile à mettre en œuvre. Et du coup, les inégalités d'accès aux services sont très très prédictives des inégalités sociales au sens plus large. Voilà, les inégalités spatiales qu'on peut noter d'accès aux services
voilà, dénotent souvent des inégalités sociales très fortes. Voilà, d'où l'entrée par l'eau, que ce soit à Tucson ou à l'Alto. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à la salle, juste une remarque. Je réfléchissais en vous écoutant aux questions de temporalité aussi. C'est-à-dire, il me semble que, bon, à partir de mes propres recherches sur les États-Unis, il me semble que les formes de l'étalement urbain répondent à des formes urbaines qui sont planifiées à l'avance et puis habitées d'une manière plus ou moins lente. Ça dépend un peu des villes. Mais pour le coup, dans les cas de l'Alto, on voit, et dans beaucoup de villes de l'Amérique latine, on voit exactement l'inverse, c'est-à-dire les formes de l'étalement urbain, de la ville moins dense, etc. Ce ne sont pas justement des espaces planifiés à l'avance, mais justement des espaces informels qui s'accroisent au fur et à mesure que les populations arrivent, etc. Donc il me semble quand même qu'il y a une question en termes de temporalité, en termes de construction de la forme bâtie ou de rapport au temps entre les moments de construction des bâtiments et des quartiers et de l'arrivée des populations, qui serait un peu en décalage dans les deux cas. Je ne sais pas si... Cette temporalité, c'est une différence de politique urbaine aussi. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Après, ce qui est commun aux deux cas, c'est les phénomènes de spéculation sur le prix des terres. Oui. Mais bon, après, ce truc-là, sur les implantations illégales, c'est assez connu en Amérique latine. Oui. Voilà, et même les diverses étapes, c'était très étudié. Oui, mais c'est très intéressant qu'habituellement, dans la littérature, quand on parle des quartiers informels, on parle d'informalité, on parle de favelas, on parle de chabolas, on parle de beaucoup de mots différents, mais on ne pense pas à toute cette partie de la ville comme une forme d'étalement urbain. Alors que l'étalement urbain, on les conçoit comme les cas états-uniens ou comme les cas français, des espaces préalablement planifiés, pour ainsi dire. Oui, bonsoir. Frédéric Leriche. Donc, je travaille sur les villes des États-Unis. J'ai une question qui va sans doute surtout concerner Pascal Nedelec. En général, on a tendance à considérer... Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la relation entre la croissance économique d'un côté et la croissance urbaine de l'autre, ou le développement urbain. Je ne vais pas trop rentrer dans la sémantique qui était celle que tu as évoquée tout à l'heure. Croissance économique, on a tendance à considérer que c'est ce qui va générer de la croissance urbaine. Et moi, il me semble qu'il faudrait presque inverser la relation de causalité et considérer que c'est finalement la ville qui autorise la croissance économique et que c'est un modèle qui se met en place, un modèle urbain qui se met en place progressivement dès la fin du 19e siècle, mais qui se développe surtout à partir des années 30 et surtout encore après la Seconde Guerre mondiale. Richard Walker a parlé de la solution suburbaine pour essayer d'expliquer justement en quoi la ville est un levier de la résolution de la crise des années 1930. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est cette espèce de trajectoire de développement urbain et cette espèce d'inertie du développement des villes américaines, en particulier marquée par le développement périurbain que vous avez largement discuté. Et je m'interroge toujours quant à savoir jusqu'où ça peut aller. Et si ce modèle est particulièrement résilient, du coup, ça induit deux questions qui sont pour partie un peu prospectives, des questions auxquelles je pense qu'il est particulièrement difficile de répondre. Hein. On a décidément envie de te poser des questions très difficiles, Pascal. La première, c'est un peu la grande récession de 2008-2010. Est-ce que ça a eu un impact sur la manière qu'on a eu de penser la croissance urbaine et les modèles de spéculation aux États-Unis? Vous évoquiez un petit peu la question de la spéculation, c'est un levier de la croissance extrêmement important.
Et puis, on pense de plus en plus, vous avez à certains moments discuté de questions d'environnement, mais au-delà des simples questions d'environnement, on est aussi dans une logique d'essor d'une économie post-carbonée. Je ne suis pas sûr qu'elle arrive bientôt. Enfin, ça pose un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce que là aussi, on commence à se poser la question aux États-Unis? J'ai des éléments de réponse pour ma part, mais je voudrais surtout entendre Pascal se prononcer là-dessus. Des éléments de réponse pour essayer d'amorcer un modèle urbain qui, depuis le début du XXe siècle, moi, me frappe par cette espèce d'inertie, et on est sur une trajectoire de développement d'une constance absolument impressionnante. Est-ce que là, on est en train d'amorcer effectivement une bifurcation dans le modèle urbain des villes états-uniennes? Bon, c'est plus qu'une question sans doute, mais voilà, merci. Alors, si j'avais su que les questions seraient aussi dures. La grande récession, c'est un exemple intéressant parce que Las Vegas et le Nevada dans son ensemble ont été un des États les plus touchés par la crise des subprimes, avec la Floride. En gros, c'est les deux États qui ont eu le plus grand nombre de maisons saisies, le plus grand nombre, les plus grands problèmes. Alors, c'est pas aller jusqu'à la décroissance, mais vraiment des enjeux politiques et sociaux très, très, très marquants. Et moi, je suis arrivée sur mon terrain à Las Vegas, je suis arrivée en 2008. Donc, j'ai vraiment vu le haut de la vague et puis l'effondrement. C'est difficile, évidemment, de généraliser. Et puis, il y a toujours des contextes un petit peu particuliers. Ce que j'ai vu à partir du cas de Las Vegas, c'est qu'il y a eu un arrêt complet. Donc, la grande récession, elle a arrêté la croissance. Les projets de planification urbaine, les grands lotissements, grandes périphéries se sont arrêtés. Et moi, j'ai vu des structures à moitié construites du début de mes terrains, de 2008 jusqu'à 2013, pour certains 2014. Il y a juste eu... tout le monde a posé les cartes sur la table, il dit on attend de voir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a eu une petite inflexion de la population globale de l'aire urbaine parce qu'il y a eu vraiment soit des gens qui ont fui le fait qu'ils devaient rembourser leur prêt immobilier, soit au contraire qui n'avaient plus d'opportunités économiques dans la ville parce que globalement Las Vegas est une ville qui repose sur deux moteurs économiques, le tourisme et le BTP. Et donc, le tourisme, quand on a des grandes difficultés financières, on ne va pas passer un week-end de fête à Las Vegas. Et le BTP, autant dire que c'était vraiment difficile. Donc, ça a complètement arrêté. Et après, 2012, ça a commencé un peu à reprendre. 2015, c'était reparti comme en 40. Et en termes de modèle et de conception de ce que doit être la croissance de la ville, c'est reparti. Alors certains projets immobiliers sont arrêtés parce que les promoteurs ont vraiment fait faillite, il n'y a pas eu de nouveaux acheteurs, mais c'est complètement reparti. Après, plus largement dans le discours public, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de revues, d'études, notamment du Brookings Institutions, des think tanks, qui ont posé la question en disant est-ce que c'est pas l'occasion de nous confronter à nos contradictions en tant qu'Américains et d'imaginer un nouveau modèle, et donc le mythe du retour vers la ville-centre. Et pendant 5-6 ans, on a eu plein de titres de presse, notamment, qu'on dit ça y est, les millennials, les 25-35 ans abandonnent ce modèle, ils ont grandi en grande périphérie, ils sont habitués à l'étalement urbain, mais ils rejettent ce modèle du white picket fence, du petit jardin. Ils veulent de la ville, de l'urbanité au sens européen, des interactions sociales, des gens dans la rue, des bancs, des commerces, voilà. Mais ça a duré 5-6 ans et c'était d'un point de vue sociologique quand même très ciblé sur des jeunes professionnels plutôt blancs ou dans les minorités plutôt très éduqués, sans enfants, parce qu'aux États-Unis comme au Canada, vous avez un enjeu sur l'école, ce qui est vrai en France aussi, et sur les stratégies de positionnement scolaire qui font que quand vous êtes dans la ville-centre, en général, vous n'avez pas de bonnes écoles pour vos enfants, donc vous pouvez venir vous installer quand vous êtes en début de carrière professionnelle, puis vous avez une famille. Quand le premier enfant a 3-4 ans, vous repartez en banlieue pour avoir les bonnes écoles. Et ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un peu un soufflet. On a entretenu l'idée que ce serait bien de penser autrement, mais que derrière, il y avait quand même une aspiration sociale globale à cette façon de vivre. Ce qui amène à la deuxième question, est-ce qu'on a un nouveau modèle urbain ? C'est là où on a l'irrationalité de l'agent social. Tant que la personne trouvera cohérent de dépenser de l'argent pour de la nourriture bio,
plutôt circuit court, mais voudra habiter à 1 heure du centre-ville avec un grand jardin et de la verdure dans son SUV, il n'y a pas de raison de développer un nouveau modèle économique, puisque c'est satisfaisant. Et il me semble, mais je ne suis pas spécialiste d'économie, que pour l'instant, ça tient parce qu'il y a la possibilité de l'économie présentielle. On peut démultiplier. L'économie présentielle, c'est un concept qui a été développé par certains économistes et des géographes économistes, économie spatiale, en disant la résidence crée de l'activité économique. Parce que vous avez besoin d'un jardinier, vous avez besoin d'un mécanicien pour votre voiture, vous avez besoin d'un dentiste, vous avez besoin d'une babysitter, donc de plein d'emplois de services tertiaires, pas forcément très bien payés, ni très nécessitant un grand niveau de qualification, qui fait que juste vivre quelque part, vous générez de l'activité économique. Et pour l'instant, ce qu'on voit dans ces grands quartiers d'étalement urbain, moi ce que j'ai vu, puisque j'ai parlé à des gens qui habitaient dans ces grandes zones un petit peu étendues, c'est qu'ils disaient, moi je suis secrétaire médicale, le cabinet dans lequel je travaille, il est à 10 minutes de chez moi, oui je suis à 1h30 de la ville-centre, mais en fait j'y vais jamais dans la ville-centre. Ça fait plus partie de ma citadinité, ça fait plus partie de mon organisation de l'espace. Et donc comme vous pouvez démultiplier ces petits boulots sur des distances quand même très très importantes par rapport à la ville-centre, ça tient. Bien sûr, ça ne tiendrait pas s'il n'y avait pas un pôle, à mon avis, économique majeur qui fait que c'est dans le centre-ville de Las Vegas qu'on a le moteur principal. Mais du coup, tant que ça marche, il me semble que c'est vivable. Même si on a des aspirations à prendre plus en compte l'environnement, mais ça, c'est quand même... c'est quand même aussi, d'un point de vue des inégalités socio-spatiales, très situé. Avoir le luxe de pouvoir se poser la question de savoir si on veut aligner ses comportements avec ses idéaux environnementaux ou politiques, c'est déjà se situer dans la partie qui a le choix. Et on voit beaucoup, et je finirai là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'en effet, quand on regarde les espaces périphériques, les formes d'étalement urbain, vous avez des gens qui choisissent, et ça c'est un grand classique, les gens refusent ce collectif et ce contrat social de la ville, mais il y a plein de gens qui vous disent, moi il y a un moment j'avais 150 000 $ et je voulais une maison, pour avoir une maison avec 150 000 $, je pars à 1 heure du centre-ville. Et c'est vrai dans plein de réalités en France, on connaît tous des gens qui vous disent je peux pas rester dans Paris-Centre, j'adorerais habiter à Paris intramuros, mais j'ai pas l'argent. Et donc à un moment, c'est aussi de la ségrégation socio-spatiale, des inégalités, et il y en a qui choisissent d'aller dans ces grands quartiers très isolés, etc. Et puis il y en a d'autres qui subissent et qui essayent de faire dans le meilleur des arbitrages entre leurs opinions politiques et la réalité du tissu immobilier et économique. Oui, j'ai peut-être 2-3 éléments en complément. Je fais référence à un article qu'on a publié avec 2 étudiantes en 2016 ou 2017 dans la revue française Sociaux sur justement ce problème d'étalement urbain sous contrainte environnementale, donc sur les régions de Tucson, etc. Comment dire, on a pu découvrir des espèces de tendances, on va dire, presque invisibles, enfin, en termes de groupes sociaux qui promeuvent des constructions à tout va. C'est un peu la gross machine qui a une théorie assez classique. Mais là, démultiplier la force du lobby des promoteurs immobiliers est extrêmement forte et va à l'encontre de toute forme de régulation, des espaces urbains. D'autant plus qu'avec l'arrivée de Trump, voilà, c'est classique, on relance l'économie par des travaux, par des infrastructures, voilà, mais il n'y a pas en tout cas dans la région de Tucson et de Phoenix, il n'y a pas un quartier où il n'y ait pas de nouvelles constructions qui soient en place. C'est quelque chose d'assez frappant, et pas seulement dans les périphéries les plus éloignées. Bon, pour des phénomènes très classiques d'accès au logement, enfin de pouvoir d'achat, etc. Après, la seule... donc là, je suis assez loin de ce qui est développé parfois par... de certaines innovations techniques que Dominique Laurin va noter dans son livre sur les villes sobres, qui est un livre formidable, je trouve, mais qui ne s'applique pas au cas de l'Ouest américain, pour le coup. En revanche, les formes de régulation, sans aller jusqu'à un changement de modèle, les seules formes de régulation, de tentative de repenser un peu le modèle, viennent de la compétition pour les ressources naturelles. Et en fait, un des résultats importants, je pense, de nos enquêtes sur l'Arizona,
c'est de voir que finalement, par contrainte de ressources hydriques en particulier et d'énergie, des villes comme Tucson et Phoenix sont obligés, font une sorte d'alliance objective un peu informelle et sont obligés pour un peu réguler l'usage des ressources et le contrôle des formes urbaines contre les périphéries en expansion, toutes les villes autour, que ce soit autour de Tucson, donc c'est Oro Valley et d'autres, et autour de Phoenix, c'est Glendale, Scottsdale qui est la banlieue très très chic, et qui eux sont vraiment dans des logiques d'expansion, d'appropriation de ressources, et d'accroissement des moyens vides pour des raisons y compris de trésorerie des municipalités. Voilà. Mais c'est la seule forme de régulation ou de changement de modèle que j'ai pu observer. Pour le coup. Alors qui retrouve aussi alors, il faudra aller dans l'autre enquête qu'on va publier là, dans quelques mois, ce qu'il y a derrière, et ce que beaucoup de géographes vont voir comme un truc de fragmentation des réseaux, etc. C'est en fait beaucoup plus une crise du modèle classique pour penser les services et l'ajustement au territoire. Et qu'est-ce qui se passe à Tucson et à Phoenix, qui sont des villes relativement universitaires? C'est l'apparition d'ingénieurs environnementaux dans des postes clés des politiques urbaines qui vont promouvoir des solutions un petit peu alternatives, pas beaucoup, mais un petit peu dans la mesure du possible, et qui vont essayer de repenser un peu, d'impulser le modèle. Et donc ça vient un peu, j'allais dire, par le bas du côté des départements de wastewater management, de stormwater, etc., et des petits dispositifs qui se mettent en place, qui se généralisent sous contrainte environnementale très forte. Voilà, mais c'est vraiment le seul cas que j'ai pu observer, mais bon, c'est très spécifique sans doute à l'Arizona, il faudrait vraiment différencier aussi bien en Nevada qu'en Californie à côté. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, je voudrais poser une question de méthode. Qu'est-ce que comparer et que nous apprenons comparer? Vous avez isolé périphérie, étalement, etc. comme problème et vous avez trouvé actuellement dans le vocabulaire des éléments communs. Alors, la question qui me semble, est-ce que l'isola est bien correct? Les villes dépendent de la structure physique, de la géographie physique. Quelles sont les contraintes qui, si je compare New York à Las Vegas, vous voyez, il y a ces éléments. Deuxièmement, alors c'est la question à M. Fou que je voudrais poser. Dans son résumé, il évoque que les relations sociales viennent avec les migrants. Mais quel était le type de relations sociales qui existait dans la capitale? Et du coup, on a l'impression que voilà. Du coup, quel est le type de socialité, de structuration sociale dans la ville avant l'immigration? Et troisième élément, de quoi vit la ville? Parce que la question de la crise de 2008 nous montre bien. Si je suis à Las Vegas ou si je suis à New York, etc., qu'est-ce que c'est qui fait la dynamique de la ville? Et du coup, est-ce que même on peut imaginer des inversions complètes en fonction de ces trois facteurs, physiques, sociaux, économiques et même de politique urbaine, un renversement complet des relations hiérarchiques entre l'étalement et le centre des riches? On peut imaginer des alternances. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour généraliser, si vous voulez pousser votre comparaison, quelle variable ajouter pour faire une comparaison systématique des villes? Parce que là, vous avez isolé le bâti et puis les processus de socialisation. Mais est-ce que ça suffit bien? Est-ce que ça suffit à épuiser le rôle qu'ont effectivement cette dichotomie? Est-ce qu'elle n'est pas mue par des facteurs beaucoup plus généraux, si vous voulez? Franck. Tout de suite, je crois qu'il faut en faire un paquet. Est-ce que ça donne le temps de répondre? Merci. Alors moi j'aurais une autre question. On a un peu listé les acteurs et une interrogation que j'ai. Alors je précise, moi je suis plutôt historienne. Pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé sur la ville et sur la longue durée, 19e siècle, plutôt années 1940-1950. Donc bon, il y a une forme de résonance, même si les questions sont extrêmement différentes, et notamment la question environnementale. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans les années 1920-1930 les mêmes problèmes finalement que ceux auxquels sont confrontés Las Vegas. C'était le cas de la spéculation foncière en Floride qui a fait que le système s'est écroulé puis il est reparti. Alors je me demande s'il ne faudrait pas aussi peut-être réfléchir à la question de l'articulation entre les acteurs privés et les acteurs publics, en sachant que, évidemment, ils n'ont pas du tout le même rôle que dans notre contexte français que nous connaissons, parce que la planification de la ville, si on remonte même au 19e siècle dans des villes anciennes de la côte Est, c'est quand même les acteurs privés. Je pense aux travaux de T. Ford sur Boston à la fin du 19e siècle, comment le développement du tramway va contribuer à de l'étalement urbain en banlieue, qu'on ne voit pas négativement à l'époque. Mais ça pose une question parce que ça fait changer la ville d'échelle, et vous l'avez bien dit, il y a la ville-centre et la périphérie.
Et donc, quand on regarde quels sont les acteurs politiques de la périphérie, ce n'est pas les mêmes que ceux de la ville-centre. Donc, est-ce qu'il y a un espace d'articulation entre, pour faire simple, les élus de l'espace de la périphérie et les élus de la ville-centre? Et comment ça s'articule avec les promoteurs, dont je reste persuadée qu'ils sont quand même les acteurs majeurs, c'est-à-dire que les acteurs urbains politiques interviennent d'une certaine manière après coup pour tenter de réguler. En fait, c'est quand même le promoteur foncier qui a un projet. Et donc ensuite, on le voit bien, je pense aux travaux de Sophie Didier, comment dans ces villes fermées, finalement, qui sont de la copropriété, c'est les copropriétaires qui font du politique d'une certaine manière. Donc, comment vous voyez cette articulation? Et alors moi, j'aime bien le passé plus que le futur, donc j'ai un peu de mal à me projeter dans le futur. Mais est-ce que vous y voyez une grille de lecture intéressante? Et est-ce qu'il y a des stratégies de réflexion autour de la question environnementale sur comment on peut répondre à cette question en faisant interagir à la fois les jeux d'échelle du politique et puis le jeu entre les politiques et les acteurs privés et notamment les promoteurs? Juste, excusez-moi, juste peut-être une précision par rapport aux échelles. Ça, c'est mon côté urbaniste qui ressort. Et justement, pour préciser un peu les vocabulaires et la différence entre ce qu'on appelle aux États-Unis la ville-centre, c'est que nous, en Europe, on comprend par la ville-centre, parce qu'il me semble que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, aux États-Unis, quand on parle des villes-centres, c'est la municipalité. C'est la municipalité. Et donc, les rapports très distants, moi je les retrouve à Détroit, mais j'en suis sûre que Pascal les retrouve aussi à Las Vegas. Du coup, c'est la différence très claire des acteurs, effectivement, de cette municipalité-centre qui viendrait être l'équivalent de Paris intramuros. Par rapport à une périphérie qui, effectivement, a la forme urbaine, souvent, d'un étalement urbain, de suburbs, etc. Et pour introduire aussi une notion qui me semble qui peut contribuer au débat, les travaux de Robert Beauregard qui a mis une hypothèse qui me semble assez intéressante, qui parlait d'urbanisation parasite. C'est-à-dire à quel point, à partir d'un certain moment dans l'après-deuxième guerre, même on peut remonter un peu avant dans certaines régions, mais en gros, à partir de programmes justement de l'État fédéral pour favoriser justement la construction des suburbs, etc. Ce sont les quartiers périphériques qui ont absorbé, qui ont en quelque sorte parasité la ville-centre. Donc cette opposition centre-périphérie qui est très très claire aux États-Unis, il me semble que c'est un peu plus nuancé dans les cas européens, et il me semble aussi que c'est pas exactement pareil non plus dans l'Amérique latine. D'autant plus que si on parle de politique urbaine, aux États-Unis, on est carrément dans les compétences hyper locales de municipalités, alors qu'en Amérique latine, il y a des entités supramunicipales de l'équivalent de métropole, pour ainsi dire, du point de vue de politique urbaine, qui justement aurait de compétences et de pouvoirs sur l'ensemble de la métropole. Donc, il me semblait qu'il était un peu nécessaire de nuancer ces différents centres-périphéries parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose selon les différents terrains. Je disais que j'étais totalement d'accord avec votre intervention, et alors ça pose toute une question du politique, parce que même s'il y a des expériences de districts métropolitains qui remontent au 19e siècle, notamment sur l'adduction d'eau, on voit que c'est plutôt anecdotique quelque chose qui fonctionne réellement. Ce qui marche, c'est l'annexion aux États-Unis. Alors, je répondrai en rappelant que les États-Unis sont un État fédéral.
Et qu'en fait, en fonction de l'État, on va avoir des réalités complètement différentes. Et c'est vrai que pour le coup, les deux terrains états-uniens qui vous sont présentés sont quand même relativement proches. Le Nevada, l'Arizona, ce sont des États du Sud-Ouest qui sont marqués par la mentalité, une historienne, je l'expliquerai pas, mais de la frontier, un rapport à l'espace, à l'entrepreneuriat. À Las Vegas, dans l'ensemble du Nevada, la réglementation est très souple, voire lâche, parce que la fabrique de la ville repose sur l'entrepreneuriat privé, la proposition privée. Et le simple fait de penser que c'est à la puissance publique de réguler la fabrique de la ville, c'est déjà une projection européenne qui ne correspond pas à la façon, l'idée même de planification. Quand je parlais avec des acteurs publics à Las Vegas, je disais, mais vous n'avez pas de plan d'urbanisme? Et ils font, oui, on a des règles un peu souples, mais après, si le promoteur il vient, il nous montre que économiquement c'est rentable, pourquoi on lui dirait non? Donc déjà, il y a un positionnement qu'il faut vraiment très fortement nuancer et adapter. Ce discours ne serait absolument pas le même si je travaillais dans l'État de l'Oregon, avec la ville de Portland, qui est un exemple vraiment emblématique en géographie, puisque dès les années 70, il y a eu une politique publique de régulation de l'étalement urbain à l'échelle de la métropole, donc en incluant la ville-centre et les communes périphériques. C'est une exception. Et qui est totalement une exception, et qui en plus, selon des travaux récents, je ne suis pas spécialiste, mais n'a pas eu les effets aussi forts et aussi tranchés que ce qu'on a bien aimé en dire pendant une vingtaine d'années. Donc bien sûr, les jeux d'acteurs, les rapports de force sont très très forts, et vous avez une propension à l'étalement urbain, donc à cette urbanisation en périphérie très lâche et très diluée, qui est beaucoup plus forte dans des États dans lesquels cette mentalité de l'entrepreneuriat privé, de la fabrique de la ville privée, est plus forte. Et pour compléter avec votre question, quels sont les éléments que j'ai pris pour essayer de faire ma comparaison? Évidemment, j'ai pris d'autres éléments qui sont développés dans l'article, mais ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y avait un croisement entre la disponibilité foncière, la disponibilité de ressources, et l'eau est une ressource majeure, et la libéralité politique. Et en fait, c'est dans les États et dans les régions et dans les sites où on a de l'espace à profusion, de l'eau à profusion, et des acteurs publics qui disent « allez-y, faites comme vous voulez », qu'on a les villes les plus étalées. Et selon ma méthodologie, en fait, ce sont les villes de Nashville et d'Atlanta qui sont les plus étalées, parce que ce sont les villes qui combinent tous ces facteurs et qui n'ont pas, contrairement au sud-ouest, même si dans les imaginaires ce sont ces villes-là qui sont les plus concernées par le processus, c'est dans le sud-ouest, c'est pas dans le sud-ouest, mais c'est dans le sud-est, parce qu'on n'a pas de contrainte d'eau. Et vous pouvez vous raccrocher au réseau parce que vous pouvez faire des nappes, des puits dans les nappes phréatiques aussi loin que vous voulez. Donc ça va se renforcer, et ce sont dans les États où en général les contraintes sont plus fortes qu'on a aussi eu un emparement par la puissance publique en disant peut-être qu'il faut qu'on régule plus parce qu'on n'a pas des opportunités d'extension infinies. Faire le lien entre les deux questions. Oui, je pense qu'il derrière toutes les manifestations spatiales, il faut introduire un peu de sociaux, effectivement, et voir qui sont les groupes d'acteurs privés qui interviennent. Là-dessus, il y a le cas des promoteurs aux États-Unis, mais finalement, je pense qu'on pourrait essayer d'étudier des corrélations entre les deux variables, à savoir type de promoteur ou type d'acteur privé et type de forme urbaine. Par exemple, juste par rapport à la question que vous posiez sur quel type de sociabilité dans la ville avant la migration, comme c'est des périphéries en expansion ou des quartiers en expansion, il n'y avait pas de ville avant. Il n'y avait pas d'installation auparavant dans ces quartiers-là que j'ai étudiés. Et elles étaient, pour le coup, la migration rurale qui a eu lieu dans les années 60-70 était bien plus au cœur de la ville et se trouve peu transformée par ces phénomènes-là. Par contre, ce qui apparaît, ce sont des gens, soit des albaniles, et de plus en plus, ce que j'ai vu dans les quartiers récents, mais ça, je n'ai pas d'outils de preuve, mais c'est à vue de nez, je vais vous dire ça, c'est des petits entrepreneurs. En gros, pour une statistique importante, 90% ou 94% des entreprises d'Alto ont moins de 4 salariés, enfin 4 travailleurs. Ça veut dire que c'est du petit entrepreneuriat familial. Et les gens qui s'installent dans ces périphéries-là, alors c'est un tout autre type d'acteurs privés. C'est des petites...
ces mini-promoteurs, on va dire, je ne sais pas comment on peut les appeler, et qu'il n'y a pas cette puissance des promoteurs immobiliers qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis de ce point de vue-là. Pour le coup, le cas qui est intéressant, c'est la ville de La Paz, qui en 2011 a fait passer une loi autorisant la construction de bâtiments de plus de 3 étages. Et maintenant, on se retrouve avec une ville qui est en total boom, avec des immeubles qui poussent de partout, avec un taux d'inoccupation à peu près de 50%, pareil à vue de nez, un phénomène assez effarant de construction en briques, d'ailleurs avec le soutien du gouvernement pour appuyer, pour promouvoir l'industrie locale du bâtiment. Et voilà, donc ça donne des phénomènes d'étalement ou alors pour le coup de redensification complètement différents en fonction du type de protagoniste que l'on peut identifier. Voilà. Bonsoir, merci pour cette intervention. J'ai une question pour M. Franck Poupon. Par rapport aux Aymaras que vous avez dit qui sont dans la ville de l'Alto, je veux savoir si vous avez, dans quelque sorte, étudié s'il y a comme une différence pour les Aymaras entre les urbains et ces liens qu'ils vont garder, dans quelque sorte, avec leur cosmovision, en lien avec la nature. Parce que dans mon cas de thèse, je fais un terrain au Salvador, et c'est vrai que les Indiens sont dans des petites villes. Il n'y a pas vraiment cette expérimentation encore de l'urbain. Les villes ne sont pas comme en Bolivie, sont très petites et je ne peux pas encore voir comment ça se passe en Bolivie, que les villes sont plus grandes, disons, en comparaison avec mon terrain qui est au Salvador. Bon, je n'ai pas exactement dit que les Aymaras étaient en ville. Enfin, s'il y a une légitimité d'employer le terme Aymara pour certaines communautés, c'est sur l'altiplano, des communautés rurales. Là, justement, j'essaie de dire que l'expansion de la ville venait d'une migration qui n'était pas une migration rurale assimilée et qui déconstruisait un peu l'idée d'une ville Aymara. Voilà, les populations, c'est plutôt les populations des cholos ou encore mestizos, qui sont finalement des vieux phénomènes qui remontent à la colonie et qui prennent des formes différentes au cours de l'histoire. Voilà, et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un discours politique de réhabilitation des populations dites originaires qui m'apparaît quelque chose de très, très bien, mais le rapport à la Pachamama, à la terre-mère est complètement, je veux dire, inexistant dans le rapport, dans la façon de gérer, y compris l'environnement immédiat, les ressources, la contamination. Voilà, j'ai publié un truc aussi comme ça, je suis désolé de renvoyer à des choses que j'ai faites, mais dans l'homme, je crois en 2011, j'appelle ça justement l'eau de la Pachamama, et voilà, qui est une déconstruction de toute cette mythologie de cette vision finalement néocoloniale à l'envers du bon indien dans la ville qui serait respectueux de la mère nature, etc. Voilà, c'est un discours politique finalement qui ne fait qu'inverser les catégories coloniales sans du tout les changer. Voilà. Oui, alors bonsoir. Enfin, c'est dans le prolongement en fait de la question de la dame. Vous avez évoqué un aspect que vous n'avez pas approfondi, c'est relatif en fait à la notion de indigénisation de la modernité. Alors, moi, j'ai envie en fait que vous approfondissiez là-dessus. Juste en fait, est-ce que vous faites le lien, parce qu'il y a des chercheurs américains qui l'évoquent en fait la thèse de ce qu'on appelle la modernité multiple en fait. Alors, est-ce plutôt en fait une approche qualitative de la notion de modernité multiple ou plutôt une approche quantitative en fait qui serait relative donc en fait aux populations? Voilà. Non, c'était plutôt effectivement du point de vue des modèles d'interprétation de ce qui se passe dans le cas d'une ville comme El Alto. Est-ce que c'est une résurgence, est-ce que la guerre de l'eau, la guerre du gaz qu'il y a eu là-bas, c'était une résurgence du caractère rebelle des populations qui étaient supposées s'y trouver? Du coup, il y avait tout un débat qui est beaucoup plus né sur les sociétés du Pacifique. Les travaux de Marshall Salins sur ça, c'est lui qui construit l'idée d'indigenisation de la modernité, qui est discuté, pareil, dans l'Homme en 2009 par un article de Alain Babadzan, qui est un anthropologue, qui critique la vision trop culturelle de Salins, pour dire, voilà, derrière ces processus, il faut introduire la politique, grosso modo. Voilà. En gros, c'est critiquer l'idée que, à travers ce schéma, il y aurait une sorte d'essence des populations
qui, après 500 ans de domination coloniale, se réveilleraient enfin et redécouvriraient leur nature profonde. Voilà, voilà, ce qui est quand même une vision que je trouve très très lourde de façon... en termes d'interprétation, ça a tout l'air des bons sentiments, et en fait ça renforce, je trouve, des catégorisations coloniales très 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 fortes. Et ça ne donne pas justice, si vous voulez, et ça c'est le lien que je veux dire pour la première question, à toutes ces cultures, je n'aime pas le mot métis ou hybride, ou ces formes de résistance qui vont passer par à la fois des modes d'appropriation très très subtils et en même temps de rejet, de transformation des phénomènes de domination coloniale, aussi bien d'un point de vue culturel que politique, pour produire des formes de résistance finalement beaucoup plus fortes qu'une simple rébellion sporadique. Voilà, la façon dont, je pense, c'est pas rendre justice aux populations, y compris originaires, même dans ce qu'elles... Enfin, y compris lorsqu'elles sont passées par le filtre de la ville, c'est pas leur rendre justice que de les catégoriser comme résurgence de l'Indien en lutte, alors que justement tout le travail qui a été fait dans ces sociétés-là et toute la résistance qui s'est réalisée depuis 4 ou 5 siècles, enfin un peu plus, a consisté à créer de nouvelles formes de sociabilité, de nouvelles formes de vie culturelle, voilà, et qui échappent de tout côté à la domination coloniale, et bien au-delà de formes apparentes de rébellion, et toutes les mythologies sur Tupac Katari, Tupac Amaru, etc., etc. Si je peux me permettre... Oui, vas-y, dites, oui. Je pense qu'il y a une évolution. On a en fait des évolutions, si vous voulez, juridiques en fait, qui se passent actuellement dans les États sud-américains. Il y a une professeure, par exemple, de l'université de Rennes qui évoque en fait la thèse du droit des générations. Enfin, le lien avec l'espace urbain, en fait. On reconnaît une personnalité juridique à des entités qui n'étaient pas reconnues comme telles. Le fleuve, par exemple. Enfin, c'est le lien, en fait, avec l'environnement. C'est pas que symbolique, hein. L'indigénisation de la modernité, je pense que ça peut être aussi, en fait, une évolution en même temps de ce qu'on peut reconnaître comme étant, enfin, quelqu'un qui habite dans la ville, l'espace urbain, le lien qu'entretient, en fait, la population donc, qui habite en ville, les urbains, par rapport à l'espace urbain. Donc, je suis d'accord quand vous dites que c'est, enfin, à mon avis, c'est peut-être un premier pas, un symbole, symbolique donc, mais ça peut aller plus loin, enfin, dans la reconnaissance des indigènes qui soient capables donc d'habiter en ville, et c'est pas que culturel en fait, je dirais plutôt que ce serait, enfin, à mon avis, une discrimination positive en fait de reconnaître qu'on peut avoir, enfin, une indigénisation de la modernité. Bonsoir. Juste pour enchaîner avec la question précédente, pour M. Poupeau, pourriez-vous revenir sur ce que vous avez dit sur l'essentialisation à l'inverse des populations autochtones et une sorte de vision néocoloniale à l'inverse? Je pense que c'est un peu lié à ça. Je vais vous donner une anecdote assez simple. C'est le patron de l'entreprise française à l'époque, en 2000, avant que l'entreprise française négocie sa sortie, ou soit s'expulser selon les versions, en 2001. C'était Suaziones des eaux qui s'appelait Aguas del Limani. Et il y a eu des tentatives à une époque, jusqu'aux mouvements sociaux, d'équiper les quartiers pauvres et de faire de La Paz une ville modèle. Et bon, à un bon moment, ça commençait à chauffer dans le pays, donc retrait des investissements sur place. Et le patron de l'époque, je ne me rappelle plus son nom, dit quelque chose comme de toute façon, c'est pas rentable d'équiper ces quartiers sur El Alto. Les gens là-bas, c'est des Indiens, ils viennent de la campagne et ils consomment pas beaucoup. Et puis ils rajoutent en plus, et ils lavent pas leur voiture en plus. Voilà, ils n'ont pas de bagnole. Donc, en termes de vision coloniale, c'était assez fort. Oui, derrière, dans les indicateurs, vous disiez sur les variables, les formes de mobilité et les types de transport. Je pense que c'est quelque chose de fondamental pour comprendre les relations entre ces espaces. Mais cette vision coloniale, je l'ai quand même retrouvée aussi quand j'ai travaillé avec le secteur de la planification d'Apsas. Quand j'ai essayé de présenter le résultat de mes travaux, on avait quand même passé avec 2-3 mois à passer des questionnaires de je ne sais pas combien d'entrées, c'est 40 minutes par questionnaire. Imaginez le truc en faisant passer sur certains secteurs de l'Alto 300 et quelques, plus La Paz, 500.
Et j'essaie de leur démontrer que non, sur l'Alto, c'était pas des campesinos aymara qui débarquaient de rien et qui s'installaient à leur cahute et s'en foutaient d'avoir de l'eau et de l'électricité. Ils s'installaient là pour être comme ça parce qu'il n'y aurait plus de travail à la campagne. C'était des gens qui venaient de la ville et qui voulaient accéder à la propriété et des formes de vie sociale tout à fait normales, ordinaires, voilà, et qui faisaient un pari, un investissement sur l'avenir et des sacrifices immédiats pour faire ça. Ben, les gens, je voyais, les gens boliviens de la planification, du secteur planification d'EPSAS, de l'entreprise d'eau, ne comprenaient pas. Et la directrice de com, à un moment, me dit, mais quand même, c'est des Indiens. Voilà, c'était à peu près l'équivalent de ce que disait le patron de Suez 6-7 ans auparavant. Voilà, donc, cette idée que El Alto, voilà, bon, donc je reviens à votre question, El Alto, ça serait des Indiens qui se seraient rebellés un jour parce qu'ils seraient Indiens, parce qu'ils seraient Aymara, et il y a beaucoup d'intellectuels qui ont joué sur ça, puisqu'en plus, c'était, avec l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, c'était une façon de prendre le train en marche aussi, hein, d'accéder à des positions de pouvoir, entrer dans des ministères, le ministère de Viviane, de la Pachamama, etc. Voilà, bon, c'est tout, et en y croyant en plus, c'est pas seulement cynique, c'était voilà, un enthousiasme politique à l'époque. Mais du coup, cette image me paraissait très très dangereuse parce qu'elle essentialisait des populations, alors que les formes de vie, les formes de sociabilité, de façon de vivre la ville, et le type d'occupation, le rapport même à l'indigénéité était beaucoup plus complexe que cette simple image de l'Indien rebelle, voilà, et cette image de l'Indien rebelle qui vient d'une communauté fixe. Enfin, c'est tout ignorer des sociétés andines que de dire ça. Les communautés andines précoloniales et coloniales, c'est des communautés qui sont pas du tout fermées, qui sont très mobiles, qui sont, voilà, c'est tous les trucs de Murat sur les paliers écologiques. Enfin, c'était une vision coloniale qui réduit les Indiens à un territoire, à une essence, à une sorte de caractère rebelle de leur culture, et qui m'apparaissait extrêmement dangereuse. Voilà, puisque après, du coup, ça maintient chacun de son côté, et il y a les Aymara un peu dangereux sur El Alto, et ça ne contribuait pas à renverser complètement le rapport de force symbolique qu'il y avait dans le pays et les formes de discrimination, de racisme très très fort qui existent encore malgré tout. Mais parce que si on ne joue pas sur les catégories, si on les inverse, quand le rapport de force politique change, on revient à une domination blanche ou blanco-macisso comme auparavant. Alors que l'enjeu, c'était justement de changer cette vision, voilà, de voir que la construction de quelque chose comme la Bolivie et des formes de résistance, c'est quelque chose où c'est idiot de parler d'Indien ou de pas Indien. Voilà, ça va bien au-delà de ça va dans les formes de vie créoles, métisses, etc. etc. Voilà, mais ça a été écrit sur d'autres pays aussi, sur le Mexique ou au Brésil aussi. Voilà. J'ai une question par rapport à s'il existe dans la différence entre l'étalement urbain et la croissance urbaine, quelque chose qui soit aussi visible dans l'architecture même, puisque je pensais ça aussi un peu à partir de la photographie de Mamani de la Bolivie, cette architecture tellement particulière qui apparaît. Alors que d'une certaine manière aussi, j'ai l'impression que dans l'urbanisme, il y a aussi une tendance très forte à homogénéiser et à maintenir une même signature. Alors je ne sais pas si dans le cas de Las Vegas, on peut tout de suite distinguer une signature architecturale qui permette de deviner d'une certaine manière que d'un côté ou de l'autre côté, le phénomène qui est à l'origine de ce prolongement de la ville soit l'un ou l'autre. Là, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est clair comme question. Vous me reprenez si ce n'est pas dans la direction que vous aviez en tête. L'étalement urbain, d'un point de vue architectural, il se caractérise par de l'habitat individuel bas et des petits centres de fonctions tertiaires, de services avec 1, 2 étages, 3 maximum. Donc on n'a justement pas de signature architecturale, ou très peu, puisque l'idée c'est aussi d'aspirer à cette normalité partagée du pavillon et avec les mêmes codes. Alors bien sûr, en fonction des régions, vous avez des codes qui sont plus ou moins populaires, le style hacienda, espagnol, adobe, dans tout le sud-ouest, la Californie, etc., des teintes dans les ocres, des formes de toit, alors que si vous êtes plutôt dans le nord, vous avez plutôt l'inspiration un peu chalet, etc. Mais ça, après, c'est
des généralités architecturales selon les régions, puis selon les contraintes climatiques, hein, parce que je reste géographe, quand il fait -20, vous n'avez pas les mêmes envies que quand il fait 40. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous le mettez en contraste avec, si je vous ai bien compris, une architecture du centre, qui ne serait pas justement l'architecture de l'étalement urbain. Et ça, c'est une vision très européenne aussi, et qui ne marche pas pour plein de villes aux États-Unis, parce que le fait que la ville-centre, et le centre de la ville-centre, le centre historique, soit la concentration d'un patrimoine architectural, de grandes églises, de bâtiments massifs, de grands palais, de choses, de beaux-arts, c'est quand même très européen et ça ne marche pas pour des tas de villes états-uniennes. Ça marche pour les villes les plus anciennes, très très schématiquement, la côte Est, la côte Ouest, New York, San Francisco. Mais dès que vous sortez de ce modèle-là, l'architecture de la ville-centre, c'est du gratte-ciel. Dans le meilleur des cas, ils sont à peu près jolis, d'un point de vue architectural, si on aime le modernisme ou des choses comme ça. Mais même la signature architecturale d'un ville-centre dans ces parties des États-Unis très récentes, elle est très faible et plein de villes, les villes où vous n'allez pas quand vous êtes touriste européen, Saint-Louis, Minneapolis, même Détroit, tu sonnes. Quand je suis allée visiter le centre-ville, il n'y avait personne, il n'y avait que moi pour aller me balader, il n'y a rien à voir. Pour des yeux de... Il y a des bâtiments carrés en ocre qui n'ont aucune personnalité. Et on se dit, mais c'est ça le centre de la ville, c'est ça la signature identitaire de cette ville, mais il n'y a rien. Donc ça, c'est déjà projeter une conception, une opposition entre le centre et l'étalement urbain qui ne marche pas dans plein de villes des États-Unis. Juste pour rebondir, et peut-être pour aussi donner une référence peu habituelle dans des cercles un peu sciences sociales, etc., ça je suis architecte à la base. Donc, en fait, ce sont Dennis Scott Brown et Robert Venturi qui, dans les années 70, ont écrit un ouvrage très connu par la suite qui s'appelle Learning Las Vegas et qui justement tentait de décrire ces paysages urbains qui n'ont rien à voir avec la ville européenne où justement il n'y a pas de symbole, pour ainsi dire, dans la ville. C'est qu'on appellerait la ville-centre, la ville européenne, dans une conception assez européenne de la ville, on identifie des symboles, des monuments importants, etc. Alors que, justement, les paysages de suburbs à l'américaine, à l'états-unienne, se caractérisent justement pour une certaine apparente homogénéité du bâti. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et en fait, ce que Venturi et Dennis Scott Brown mettaient en avant, c'était justement autre type de symboles, que ce soit la publicité, par exemple, dans les bâtiments. Finalement, ils nous apprennent, et on peut être très critique après avec la vision de ces deux architectes, mais finalement, ce qu'ils nous apprennent, c'est à lire la ville différemment. Et finalement, à quel point la ville, c'est ce que Pascal était en train de dire, c'est-à-dire dans quelle mesure on projette notre propre conception de la ville. Et je pense que pour toutes les deux, ça a été un même choc quand on était dans nos terrains de thèse. Et moi, j'ai mis un temps énorme pour comprendre que ma conception de la ville, de l'urbanité, de ce qu'est une ville, etc., était complètement en rupture avec celle de la ville américaine et de la plupart de la société américaine. Et ça, c'était déjà un cas énorme à franchir dans le cadre d'une thèse. Donc, c'est vrai que ces concepts, on tend à projeter une certaine conception qu'on a de la ville à partir de l'Europe. J'oserais dire même à partir de l'Amérique latine, je trouve que c'est hyper différent du cadre états-unien. Et que peut-être il faut juste, pour essayer de comprendre les villes états-uniennes,
tout d'abord, il faut se débarrasser de toute cette vision préétablie dans nos têtes, en fait. C'est marrant, je cherchais le titre du truc Learning Las Vegas, que je m'en suis servi pour un article sur les chalets à l'époque, qui est dans Built Environment, je crois. Et voilà, c'était assez utile. Et après, je pense que le lien qu'il faut établir, c'est plutôt entre ce côté un peu clinquant, Vegas ou les chalets, et des formes de stade de capitalisme, quelque part. Voilà. Pour aller très très vite, c'est sans doute une énormité que je vais dire, mais bon, après tout, on peut se donner ce luxe-là de faire des hypothèses à l'oral comme ça. Juste en faisant un... filmé. Hein? Attention, on est filmé. Oui, mais ça va, il n'y a pas... Il faut couper ensuite. En remarquant que les chalets les plus majestueux étaient sur des endroits publics, par ailleurs, de croisement de commerce en particulier, j'ai pu vérifier que c'était vraiment le produit de l'entrepreneuriat successful, avec beaucoup de succès à El Alto. Et cet entrepreneuriat qui repose sur une dérégulation totale de l'économie, et on va dire l'économie informelle. C'est-à-dire qu'alors que la Fondation Cartier montre le chalet comme un truc de l'indignité, non, c'est le produit le plus avancé de la décomposition capitaliste, ces trucs, ces chalets. C'est de l'économie ostentatoire, du même niveau par ailleurs que les architectures de l'Alto, sauf qu'il y a moins de sous, mais avec des vitres partout. D'ailleurs, c'est la nouvelle tendance sur Vegas, sur les nouveaux immeubles, c'est des vitres très très scintillantes, exactement comme les trucs où on flambe, avec des grilles de toutes les couleurs, et puis alors là, Las Vegas, c'est encore plus grand, il y a plus de moyens financiers, il y a plus d'argent parce qu'il y a du jeu derrière qui rapporte énormément. L'Alto, il n'y a pas toutes ces ressources-là, même s'il y a beaucoup d'argent qui circule. Il n'y a pas d'architecte. Après, ce que fait Mamani, il fait son truc. Non, mais les premiers chalets, il n'y a absolument aucun architecte, c'est un propriétaire et les Albanais, là, ce qui construisent le truc. L'architecte, il a pour la validation administrative auprès de la mairie, c'est tout. Il ne sert pas à grand-chose. Ça n'existe même pas le truc d'architecte en Bolivie à ce niveau-là. Voilà. Après, Mamani, il invente son truc, c'est tant mieux pour lui, il fait sa carrière là-dessus. Voilà, donc c'est un peu le... il faudrait creuser un peu ce truc entre dérégulation capitaliste et forme architecturale. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux, la biographie, j'ai plus ça en tête, mais sur des trucs des études un peu postcoloniales, des circulations internationales de l'architecture. Je ne me rappelle plus les noms, c'est dans le papier, je dois les avoir là dans l'article, qui mettent tout le lien entre le capitalisme à une époque et les immeubles, les gratte-ciel. Les formes, c'est des trucs assez classiques, les monuments, le lien entre architecture et puissance sociale, qu'on développe. Mais là, à quel stade du capitalisme on est passé pour arriver à des trucs un peu comme ça, clinquants, des vitres de toutes les couleurs, souvent d'assez mauvais goût par ailleurs, que ce soit à Vegas ou sur les chalets d'Alto. Et juste pour tout ça... Alors, juste, le clinquant, le mauvais goût et les grosses vitres, pardon, mais c'est les casinos, hein. C'est pas là où les gens ils habitent. Oui, je sais, non, voilà, c'est à ça que je pensais, oui, tout à fait. Voilà. Et alors après Tucson, il y avait un centre-ville, mais c'était un centre-ville mexicain, c'était présentation, et évidemment, ils les ont détruits pour mettre 3 immeubles abominables, au moment même où ils construisaient du reste les grands aqueducs qui amenaient l'eau dans la ville pour le développement économique à l'époque. C'est à peu près contemporain et c'est dommage pour eux parce qu'aujourd'hui ils auraient une source de revenus magnifique avec une ville mexicaine où il reste quelques bribes et un tourisme qui pourrait être florissant, et ils ont bousillé à peu près tout ça. Il reste quelques belles maisons, quelques beaux trucs un peu cachés. Voilà. Peut-être si je peux encore en rajouter, ce qu'on n'a peut-être pas dit explicitement mais qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est qu'on tourne tous depuis le début autour de l'idée de modèle de la ville. Et donc on va tous positionner nos terrains par rapport à un modèle qui est soit intériorisé et complètement inconscient, et on va se dire ça marche pas, ou c'est le modèle, mais qui est rarement posé en disant vite que vous disiez mon modèle c'est la ville européenne et après je vais voir, mais qu'il y a toujours un référentiel de base, un modèle normatif à partir duquel on va positionner son objet d'étude et comparer et dire ça marche pas, c'est un contre-exemple ou pas. Et c'est vrai que Venturi, donc Learning from Las Vegas, c'est le premier livre qui a dit oui, c'est un contre-exemple. Oui, Las Vegas, c'est pas l'image qu'une certaine élite intellectuelle a de ce que devrait être la ville. Mais est-ce que pour autant, c'est pas de la ville? Il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui construisent ces bâtiments, il y a des gens même qui les aiment, ces bâtiments. Alors il y a un moment, soit on dit ils sont débiles et ils ont tort, soit on dit de fait on a une production urbaine avec un type d'architecture qui nous convient ou pas,
mais elle existe. Donc comprenons pourquoi elle se met en place. Et ça, c'est quelque chose que moi, avec lequel j'ai toujours eu à lutter en travaillant sur Las Vegas et pas sur les casinos et pas sur ce qu'on imagine être Las Vegas, en me disant, je dois déjà essayer de faire prendre conscience à mon interlocuteur que ce modèle intériorisé inconscient est là, avant de pouvoir lui démontrer en quoi mon exemple peut peut-être même rentrer dans son schéma interprétatif de ce qu'est la ville. Mais ce travail d'explicitation de la normalisation du modèle urbain, il est, de mon point de vue, beaucoup trop rarement posé dans la littérature pour pouvoir dire voilà le modèle, voilà le contre-exemple, moi je me situe où, est-ce que j'aspire à transformer le contre-exemple en modèle ou inversement, et ça je pense que c'est quelque chose quand même qui devrait être à la base de tout positionnement sur à partir du moment où on choisit un type de ville, quoi. Bonne proposition à vous faire. Auquel cas, il faudrait faire des comparaisons ternaires, ce qui évite la référence implicite. Prenez une ville asiatique, une ville latino-américaine, et alors là, vous êtes perdu. Vous êtes obligé de forger des concepts qui disent j'appelle ville, qui se déclinent vers le lien. Donc c'est la difficulté de la comparaison. Et un économiste est dramatique. Il y a toujours un benchmark et ça finit toujours par les États-Unis. Et du coup, les autres sont obligés de vous mettre à 3. Qu'est-ce que la je dois définir ce que moi j'appelle théoricien, ville. Et du coup, c'est une voie royale pour la comparaison. Et là, on n'est pas victime de l'idée j'aime les villes européennes. Et donc, les comparaisons doivent être ternaires. Je ne suis pas sûre que rajouter 3, ça empêche qu'on ait un modèle. Juste pour une ouverture, c'est un travail que Jennifer Robinson a fait avec le concept de Ordinary Cities pour réfléchir à toutes les villes des Suds. Le problème, c'est qu'il y a un référentiel qui va dominer même... Vous avez un Chinois, pour lui, son référentiel, c'est la ville chinoise. Ah non, 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 non. Vous constituez une équipe multinationale et vous verrez que chacun amène son modèle favori, les Américains. Et pour vous entendre, vous êtes obligé de dire, nous allons appeler conventionnellement entre nous, ville, cette ville. Non, non, attendez, non, non, c'est très sérieux. J'ai mené des comparaisons de ce type-là, je n'ai pu le surmonter qu'en passant à 3. 2, c'est catastrophique.